Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et valoriser la parentalité au travail. Ici, nous explorons sans filtre les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gap de parents où aujourd'hui nous allons parler des familles recomposées et de facto du coup de ce rôle tellement puissant et aussi tellement invisible qu'est le rôle des beaux-parents. Ouais, les beaux papas, les belles mamans, cet épisode est pour vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Du fait de pourquoi être beau-parent peut être si complexe, comment trouver sa place justement dans sa famille, dans son foyer, sans empiéter sur celle du parent, ainsi que des pistes concrètes pour éviter les frustrations et les conflits. Et donc, les bénéfices de cet épisode, ce sera de prendre du recul sur son rôle de beau-parent, mieux comprendre les tensions qui peuvent exister, comment les désamorcer et avoir des clés pour préserver l'équilibre du couple et de la famille recomposée. C'est parti? Alors, c'est important pour moi de vous partager pourquoi ce sujet aujourd'hui. Je trouve qu'il fait tout à fait sens après le dernier épisode d'il y a 15 jours qui parlait du couple et de sa place dans notre parentalité, qui était l'épisode 15. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le réécouter suite à cet épisode-ci. Et je vous avoue que moi-même, en tant que belle maman, justement, car oui, mon mari a 4 enfants de son précédent mariage, le fait d'être belle maman, d'avoir des enfants, des beaux enfants et des enfants, ça peut créer certaines difficultés dans le couple, soyons tout à fait clairs. Et donc pour moi, c'était important d'en parler suite à l'épisode précédent. Et de plus, j'ai encore eu récemment, à la sortie d'un atelier parentalité et travail que j'animais dans une entreprise, quelqu'un qui est venu me partager justement ses difficultés par rapport à sa place de belle-maman. Et je constate vraiment dans ces ateliers, ces apartés que je peux faire avec les personnes et dans des coachings individuels, que cette place, elle est vraiment invisibilisée dans notre société, dans nos familles, etc. Donc cet épisode aujourd'hui est pour moi un hommage que j'ai envie de rendre à ce rôle qui est également compliqué et qui est aussi lié à la parentalité. Et je pense en faire d'autres par la suite, peut-être plus en détail, mais allons-y pour l'épisode du jour en tout cas. Donc clairement, c'est un rôle difficile mais important car finalement, un beau-parent, il a la possibilité, s'il le souhaite évidemment, de s'investir dans l'éducation, dans l'évolution de ces beaux enfants. De facto, le fait de vivre ensemble, que ce soit une semaine sur deux ou peu importe le rythme de garde, il n'y a rien à faire. Il y a, que l'on le veuille ou non, un certain investissement de la part de ce beau-parent et cet investissement se fait souvent sans reconnaissance. Alors bien sûr, quand tout va bien, c'est un peu un rôle invisible et un peu ingrat, comme j'ai envie de le dire, mais je vous avoue que quand tout va mal, et chez nous ça a été le cas à une certaine période, eh bien le beau-parent est souvent exclu justement des décisions, des inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à comment se positionne le papa ou la maman dans cette situation. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué aussi, je vous assure. Je pense que les beaux-parents qui m'écoutent ici seront d'accord avec moi et je vous invite à partager votre ressenti ou à me partager des situations que vous avez vécues en message privé sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre, d'interagir avec vous. Parce que oui, effectivement, cette place, elle est un petit peu invisible, alors que pourtant, le beau-parent, il ressent souvent une charge mentale finalement comparable à celle du parent, vu qu'on est sous le même toit, on est dans le même quotidien, les mêmes charges, on va dire, par rapport aux enfants, les activités extrascolaires, le soutien parental, peu importe, mais sans la légitimité affective et potentiellement sociale. D'accord? Alors ça peut poser de temps en temps des soucis
Par exemple, quand il y a des problématiques avec les enfants, ce qui arrive finalement, que ce soit les enfants ou les beaux-enfants, voilà, on apprend tous sur le tas et donc on peut être confronté à des difficultés avec nos enfants. Et une grande différence que j'aimerais bien ici vous partager et la partager via une métaphore que je trouve incroyable, qu'un ami m'avait partagée une fois, en me disant, tu sais, Sophie, finalement, un parent, il va noter les erreurs ou je vais pas dire les difficultés, c'est vraiment les erreurs qu'il peut avoir avec son enfant sur une ardoise. Et cette ardoise, en fait, une fois l'erreur passée, entre guillemets, elle s'efface à chaque fois et donc on repart à zéro. Tandis que un beau parent, même s'il aime beaucoup ses beaux enfants, dans la plupart des cas en tout cas, bah lui, il inscrit toutes ses conflits, ses erreurs, ses difficultés avec les beaux-enfants dans un carnet. Et ce carnet, en fait, il ne s'efface pas. Il reste gravé parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a tout un autre attachement émotionnel du fait que même si on les aime fort, potentiellement, ce ne sont pas nos enfants. Et donc, toutes ces difficultés, elles restent. Et donc, ça peut poser conflit justement quand il y a une nouvelle difficulté qui apparaît, avec le parent qui dit ah mais tu sais, ce sont des enfants, oui mais attends, c'est la quatrième fois que ça apparaît, etc. Mais le parent, il oublie ça, parce que n'oubliez pas, il a une ardoise et pas un carnet, et donc ça peut potentiellement ouvrir un conflit pour gérer la nouvelle problématique avec des enfants, parce que les enfants ont des problématiques régulièrement, ça c'est le lot de toute parentalité, ou dans des décisions importantes, bah, le parent, bah, lui, il a son ardoise qui est remis à neuf, et tandis que le beau-parent, bah, il a son carnet qui est rempli de quelques anecdotes. Ou alors, on peut aussi avoir des beaux-parents qui se sentent impuissants face à un enfant qui peut le rejeter, parce que ben, l'enfant aussi, il a son carnet et pas son ardoise, parce que évidemment, ça va dans les deux sens. Et il y a un truc que j'aimerais bien vous mentionner qui est très important, c'est que dans ces familles recomposées qui, pour rappel, constituent 20% du total des familles aujourd'hui, donc c'est quand même énorme. Et bien dans ces situations-là, finalement, les conjoints décident de se remettre ensemble parce qu'ils s'aiment, mais finalement, l'autre conjoint, le beau-parent et les enfants, euh, et éventuellement les autres enfants du beau-parent, bah, personne ne s'est choisi finalement. Ça se met comme ça, et tout ça peut enclencher certaines difficultés à des moments. Et donc l'équilibre, il peut potentiellement être fragile, ça peut créer des tensions, et ça peut aussi donner envie à ce beau-parent de finalement ne pas s'impliquer, ce qui est très compliqué parce que les enfants vivent sous notre toit, il n'y a rien à faire, et donc finalement ça peut générer du ressentiment, c'est ce qui n'est pas tout à fait OK pour une situation saine dans une famille, c'est clair. Et donc, moi, je pars du principe que c'est important d'accepter et de faire comprendre aussi à ces beaux enfants que pas du tout la phrase qu'ils nous répètent, comme ça peut arriver, ouais, ça va, de toute façon, t'es pas ma mère, des choses comme ça, mais se dire, nous, en tant qu'adultes, ben, finalement, on ne sera jamais le parent de cet enfant. Par contre, nous sommes la personne, l'adulte, sous laquelle, dont le toit appartient, et sous lequel le ou les enfants, les beaux enfants habitent. Donc le rôle est également tout à fait important. Et donc l'idée ici que j'ai envie de vous partager, c'est que finalement, le parent, il va être sur son île de parent avec son ardoise, comme je disais tout à l'heure, avec son amour inconditionnel pour ses enfants, peu importe sous quelle forme d'ailleurs ça se matérialise. Et en fait, le beau-parent, lui, il est sur son île de beau-parent, avec son carnet potentiellement bien rempli, ses réflexions, son amour, comme j'ai déjà dit auparavant, qui peut être là par rapport à ses beaux-enfants, mais quand même différent, l'attachement est différent, l'attachement émotionnel est différent avec ses beaux-enfants. Et du coup, ben, on a tendance à chacun camper sur nos positions et à dire non, non, tu dois venir sur mon île, absolument, tu dois changer ta perspective, tu dois changer ta façon, ta relation avec tes enfants ou ta façon de fonctionner. Mais ça, c'est impossible à faire. C'est quelque chose que je partage en coaching parce qu'il m'arrive d'accompagner des parents ensemble qui ont également des beaux enfants en commun. Et l'idée ici, c'est visualiser ça un instant. On prend le temps, 2 secondes, d'accord? Et j'ai envie de vous dire, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire dans son couple, même quand on a des enfants en commun, qu'il n'y a pas de beaux enfants. De temps en temps, souvent dans le cas ici des parents, beaux-parents, on est chacun sur son île et on appelle l'autre et on demande à l'autre de le retrouver, de nous retrouver sur notre propre île. Ok?
impossible de faire ça. Ici, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de plutôt créer un pont entre les deux îles, d'accord? Pour pouvoir chacun faire un pas vers l'autre, se retrouver sur ce pont à mi-chemin, et ça le plus souvent possible, d'accord? Parce que notre réalité, notre situation de parents et de beaux-parents, elle ne changera pas, d'accord? Mais le principal, c'est de trouver un terrain d'entente, une façon de communiquer, une façon de vivre ensemble qui nous font faire des chemins et qui nous font prendre des chemins communs, j'ai envie de dire, et qui nous font prendre en considération les besoins et les envies de chacun en fonction de sa position. C'est super important. D'accord? Ça me fait arriver sur le troisième point qui est la communication, qui est comme je l'ai expliqué également dans l'épisode 15, donc l'épisode précédent par rapport à la place du couple dans la parentalité, la communication, et d'autant plus ici, reste la clé pour un équilibre dans le couple et dans l'équilibre de la famille et de la famille recomposée également. D'accord? Parce que quand on ne verbalise pas en disant oui, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a personne qui veut entendre ce que j'ai à dire, etc. Et de toute façon, je prends la distance par rapport aux enfants, etc. Ça mène à un tas de frustration et de la rancœur. D'accord? Et il n'y a rien à faire. Toutes ces frustrations, toute cette rancœur, elle va de toute façon avoir un impact après dans le couple parental et également au niveau de la famille. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Je vous recommande de discuter le plus souvent possible en couple des difficultés, des problématiques, de la vision de chacun. On peut réutiliser la communication non violente, comme j'en parlais dans l'épisode précédent, les temps de couple qui sont essentiels, d'accord? Je vous invite également à ne pas avoir ces discussions devant les enfants. Ça, c'est capital, vraiment. Je vous invite, personnellement, c'est quelque chose qu'on a toujours travaillé avec mon mari aussi, c'est de parler d'une seule voix devant les enfants. D'accord? C'est important. Parce que finalement, les enfants, ils vivent sous le toit du couple, de la famille. Et donc finalement, que ce soit papa ou belle-maman ou maman ou beau-papa qui dit quelque chose, il le dit en tant que, entre guillemets, propriétaire et gestionnaire de ce toit. D'accord? Donc c'est important que finalement les parents soient alignés devant les enfants, d'accord? Que les règles soient posées de manière claire et appliquées de manière cohérente, parce que, comme vous le savez peut-être déjà, ou on en parlera dans un prochain épisode, dès que les enfants, les beaux enfants, voient une faille, j'aime autant vous garantir qu'ils vont aller s'imbriquer dedans, et là, on ouvre d'autres types de problématiques. Donc, c'est important de faire face, de faire front dans un même discours commun, d'accord? C'est vraiment très, très important. Et finalement, exprimer ses limites en tant que belle-maman, beau-papa, ben, c'est important aussi parce que vous êtes dans ma maison, dans mon foyer, et donc ce sont autant les règles que de papa que les miennes, ou vice-versa. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Et en plus, je trouve qu'avoir un beau-parent comme ça peut montrer aux parents aussi qui de temps en temps est dans une relation très fusionnelle avec ses enfants, ou peut pas, parfois avoir des comportements, je sais pas moi, en surcompensation par rapport à une séparation, des choses comme ça, bah, de temps en temps, le beau-parent, il a vraiment une vision avec un certain recul que le parent ne voit pas, donc avec cette charge affective. Et donc ça peut être aussi intéressant dans la communication régulière de dire ouh là je pense que tu pourrais plutôt poser les limites par rapport à ton fils, à ta fille, etc. Parce qu'il y a un regard entre guillemets plus extérieur tout en vivant dans le foyer. Donc ça c'est intéressant de pouvoir partager ça aussi avec le parent. Ce regard un peu plus lointain du beau-parent peut être intéressant aussi dans l'éducation des propres enfants. D'accord? Et donc, comme je le disais précédemment, c'est extrêmement important d'établir des règles claires pour éviter aussi les conflits sous un cadre commun, pour que les enfants, les beaux enfants, sachent effectivement dans quel espace ils peuvent, on va dire, vivre, quelles sont les règles, etc. C'est vraiment très très important. Et comme je viens de le dire à l'instant, les enfants testent déjà de base naturellement les limites. Donc l'idée, c'est de ne pas créer de brèches supplémentaires entre les parents et les beaux-parents. D'accord? Ça, c'est vraiment très très important.
Voilà, on arrive déjà à la conclusion de ce premier épisode dédicacé aux beaux-parents. J'en ferai certainement d'autres. Et donc aujourd'hui, si je peux récapituler l'épisode du jour, donc on a parlé du fait que être beau-parent est un rôle très complexe qui nécessite du recul et de la patience, que trouver sa place, ça demande un équilibre entre une certaine implication et également le respect du lien parent-enfant, mais en pouvant amener aussi un regard extérieur avec une certaine prise de recul pour travailler l'éducation. La communication, j'insiste bien sur ce point-là, est vraiment essentielle pour éviter les frustrations et les tensions dans le couple et également dans la famille. D'accord? Et donc, rappelez-vous vraiment ce concept du pont qu'on essaye de construire au quotidien entre les parents pour nous y retrouver le plus souvent, d'accord, en suivant les envies et les besoins de chacun. Je ne t'emmène pas sur ton île, je ne vais pas sur la tienne, on se retrouve sur le pont le plus souvent possible, d'accord? J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager avec des personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Et je vous attends également en message privé sur Instagram, Facebook ou LinkedIn pour partager sur votre situation personnelle et ce que cet épisode a pu générer comme conscientisation chez vous. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.